Vous êtes sur Radio Campus, la radio de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans votre émission Sous l'arbre à palabres. Vous êtes dans le Faux News du jour. Le Faux News du jour aujourd'hui est consacré au personnel soignant africain ou afrodescendant face à cette épidémie du Covid-19 en Belgique. Les besoins évidemment de confinement, et avec les mesures de confinement, on est obligé de faire ces interviews en ligne, et nous sommes en ligne avec Caroline qui est aide-soignante dans une maison de repos bruxelloise. Bonjour Caroline. Bonjour. Nous sommes contents de vous avoir en ligne. Donc si j'ai bien compris, vous êtes donc personnel soignant dans une maison de repos bruxelloise, et votre maison de repos a une particularité, c'est qu'elle n'est pas touchée par l'épidémie. Oui, effectivement, dans notre maison de repos, on a la chance de ne pas avoir été touché par le coronavirus. Ok, et comment ça se fait? Parce que quand on regarde les médias, on a l'impression que toutes les maisons de repos sont infectées par ce virus. Justement, dans notre maison de repos, la particularité, c'est que on a mis tout de suite en place le fait que chaque personne qui ne fait pas partie de la maison de repos ne puisse pas entrer. Mm-hmm. Ce confinement a donc débuté une semaine avant le confinement des Belges. Et grâce à ça, j'espère bien, et grâce à d'autres mesures comme le lavage des mains avant d'entrer le lavage des mains à l'entrée de la maison de repos pour tout le personnel soignant, le port de masques chirurgicaux ou en tissu de la part de tout le personnel, que ce soit les personnes en cuisine ou les personnes dans le ménage, ou les soignants ou les infirmiers, les kinés, même les directeurs, tout le personnel porte un masque et se lave régulièrement les mains. Ok, ce qui est des visites, les visites sont annulées évidemment de la part des familles. Oui, toutes les visites sont annulées. Seuls ceux qui ont le droit, ce sont les personnes proches, toutes les familles qui sont sur le point de perdre une personne, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en fin de vie, ont le droit de recevoir une seule visite de 20 minutes et par deux avant que la personne ne décède. Ok, mesure exceptionnelle évidemment vu les circonstances. Oui, voilà. Est-ce que au niveau de ce qui est masque, de ce qui est gel hydrologique, est-ce qu'il y a des manques dans la maison? Pour l'instant, au début, on n'avait pas du tout de manque. On avait déjà on avait pas mal de matériel. On était déjà préparé. Enfin, il y a d'autres situations qui nous amenaient à avoir ce genre de matériel, donc on était assez prêts à ce niveau-là. Mais ce qui nous a vite manqué, ce sont surtout les masques. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que c'était malheureusement un masque chirurgical distribué par personnel soignant par jour de travail. Mm-hmm. Et puis finalement, on a eu vraiment pas mal de masques faits en tissu
qui ont été faits par des bénévoles, des personnes qui habitaient dans le quartier, qui ont juste voulu apporter un peu de bien et un peu de bonheur, enfin apporter quelques petits gestes. Oui. Et donc, on fabriquait des masques à la maison et les ont rapportés. Et bien sûr, on a bien sûr tout vérifié s'ils étaient conformes aux directives de la santé publique. Et en ce qui est des résidents, est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a un effet de psychose en fait qui se passe avec cette épidémie. Comment vous gérez ça en interne? Au niveau des résidents, quoi qu'on puisse penser, les résidents ne sont pas du tout paniqués par rapport à cette maladie. Ils sont plus affligés par le fait de ne pas pouvoir voir leur famille, parce qu'on avait des résidents qui avaient de la famille qui étaient là presque toute la journée, qui se retrouvent sans visite. On a mis en place pour ça une tablette avec des appels vidéo, mais c'est vraiment pas la même chose. On sent beaucoup plus de tristesse au niveau chez les résidents à cause de cet éloignement, de ce confinement, par rapport à une psychose autour du coronavirus. J'ai entendu certains résidents me dire qu'ils me disaient « J'aurais préféré mourir du coronavirus en voyant ma fille que de rester confinée et de ne plus la voir, et de risquer de ne plus la voir. » Oh, c'est assez frappant ça. Au niveau maintenant est-ce qu'il y a des différences, parce que le titre de l'émission du jour c'est évidemment le personnel africain afrodescendant, est-ce qu'il y a des particularités au niveau de ce personnel? Au niveau du personnel, j'ai quand même pour ma part remarqué que chez les Belges, les Européens en tout cas, étaient beaucoup plus on va dire beaucoup plus craintifs, alors que le personnel africain était beaucoup moins craintif, mais tout en respectant toujours toutes les directives, mais avait beaucoup moins peur, se posait beaucoup moins de questions. Donc, grâce à ça, je pense que le personnel soignant, qui vraiment est composé majoritairement de personnes africaines, s'est retrouvé quand même pas mal soudé. Ok. Et comment est-ce que vous-même, dans votre vie personnelle, vous gérez cette épidémie au quotidien, et comment est-ce que vous gérez ça avec vos familles? Moi qui suis encore étudiante, qui vis chez mes parents, c'est pas facile de se dire qu'on peut rapporter un virus ou de sortir tout simplement dans la rue et de rapporter le virus à la maison, ou même de l'apporter dans la maison de repos. Mais au final, tant qu'on se lave assez souvent les mains, qu'on porte un masque un maximum de temps, même dehors, ça peut quand même éviter certaines choses, comme peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'on peut être positif et le transporter quand même. Donc, c'est juste ce genre de directive, ce genre de petits conseils que j'applique pour moi, on va dire. Porter un masque et se laver souvent les mains. Ok. On a vu aussi sur le continent, là c'est une affaire plus politique, on a vu sur l'ensemble du continent africain au début, en tout cas quand on entendait parler du Covid-19, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, sur Internet, disaient que ça n'atteindrait pas l'Afrique et sortaient des théories tout à fait fallacieuses sur l'imperméabilité des Africains face à la maladie à cause de leur couleur de peau ou je sais pas quoi, à cause des températures qu'il fait en Afrique. Mais aujourd'hui, on voit que l'épidémie s'étend de plus en plus sur le continent. Alors, les mesures de confinement ne peuvent pas être les mêmes, évidemment, ici que sur le continent. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution sur le continent? Est-ce que le port du masque, par exemple, doit être rendu obligatoire? En Afrique, vraiment, j'ai pas de bonnes réponses ni de bons conseils. En Afrique, ce qui est difficile, justement, c'est la qualité de vie qui n'est pas du tout la même, le manque de matériel qui est vraiment totalement différent. Je ne pense pas. Les personnes pourraient arriver à fabriquer des masques, mais déjà, par exemple, se laver les mains, c'est une chose toute simple, mais c'est pas tout le monde qui aurait accès à l'eau pour aller se laver les mains. Et même avoir accès à l'eau, peut-être, mais avoir du savon. Oui. Du coup, je pense qu'en Afrique, c'est une situation totalement différente dans laquelle il faudrait réfléchir à d'autres solutions et ouvrir un débat pour trouver des solutions. Mais
ce ne serait vraiment pas possible pour tout le monde. Et le confinement, après, ça c'est un avis personnel, le confinement en Afrique ne peut pas correspondre au confinement qu'on a ici, où tout le monde reste enfermé sans rien faire. Oui, tout à fait, parce que sur le continent, comme vous l'avez mentionné, le niveau de vie n'est pas le même. Et les gens vivent au jour le jour, donc ils ont besoin de sortir tous les jours en tout cas pour la majorité de la population, pour trouver de quoi nourrir leur famille. Donc on ne peut pas isoler les gens, simplement il faut d'autres mesures, d'autres types de mesures. Dernière question peut-être, on touche à la fin de l'interview petit à petit. Est-ce que vous avez pu observer au sein de votre maison de repos un absentéisme de la part de personnel soignant, ou c'est plutôt le contraire? Vous m'avez dit que dès le départ, l'équipe a été plutôt bien soudée. Est-ce qu'il y a eu des gens quand même qui ne viennent plus? On a eu peut-être, je pense peut-être à quelques personnes du personnel qui ont voulu s'absenter pendant les premiers jours pour voir si le virus allait arriver dans la maison. Et au final, comme il n'est toujours pas présent, l'équipe est vraiment au complet. Merci beaucoup, Caroline, de nous avoir donné ce témoignage. On espère vous revoir, vous entendre encore. Vous revoir, ça va pas être possible pour l'instant, mais en tout cas, vous entendre encore pour d'autres interviews, en espérant rapidement la fin de ce confinement et la fin de cette épidémie. On vous souhaite bon courage. Et on vous souhaite aussi que tout se passe bien au sein de votre propre famille et de la maison de repos. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Notre deuxième invité pour ce Fogno du jour du 19 avril, c'est rien d'autre que notre ancien collègue qui maintenant vit à Kinshasa, notre ancien collègue Merveille Ketikila, qui va nous donner l'état de la situation générale. Bonjour Merveille, quel est l'état de la situation en général à Kinshasa, mais aussi dans tout le Congo? Allô, bonjour Aliou Baldé, et je profite pour saluer toute l'équipe de Sous l'arbre à Palabre, ainsi que nos auditeurs. C'est Merveille Ketikila à partir de Kinshasa. Et Aliou, merci pour ta question. En fait, nous sommes partagés entre la sécurité sanitaire et une sûreté alimentaire. Cette dernière est la préoccupation majeure de la population qui vit au jour le jour, excusez-moi, ici en RDC. Et les Congolais se rappelleront toujours ces autorités confondues ont réussi à prendre le virus à contre-pied alors que la pandémie ravage le monde entier. En effet, la première décision a été la prise des mesures d'urgence par le président de la République, interdisant le rassemblement de plus de 20 personnes. Mais comme tu le sais, Kinshasa est têtu. Et dès le lendemain matin, la population défie non seulement Félix Tshisekedi, mais également le virus. Et quelques jours après, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Nkobila, va annoncer le confinement total intermittent de Kinshasa.
c'est-à-dire le confinement durera 3 à 4 jours. Et puis le 5e jour, ce sera une journée libre. Donc comme le quinoa disait, le corona va se reposer le 5e jour. Et le lendemain de l'annonce du gouverneur, les Quinois s'y préparent à l'apocalypse. Donc la population avec ses maigres moyens s'organise, voire même s'endette, afin de s'approvisionner alimentairement en dépit de la hausse de prix des denrées alimentaires à plus de 50% de la marge bénéficiaire. Et nous avons vu les foules immenses prendre d'assaut les marchés. Et cependant, le virus et la population exposée à la contamination seront pris au dépourvu parce que dans la soirée, le Premier ministre va convoquer une réunion pour suspendre le confinement. Et là, la population quinoise déchante. Et nous arrivons à un fait, malheureusement, c'est que les autorités ont compris tardivement que certes, vous pouvez confiner la population pour assurer sa sécurité sanitaire, mais vous ne pouvez pas confiner un peuple affamé. Présentement, seule la commune de la Gombe, qui est la zone institutionnelle, est confinée. Est-ce que comme ici en Europe, on peut observer des manquements au niveau des stocks de masques, de gel? Est-ce que les médecins disposent de tous les outils? Est-ce que les infirmières disposent de tous les outils? Oui, Aliou. Quant aux outils de protection, nous constatons que les médecins en manquent pour réaliser leur travail. Et vu que le premier contaminé était des acteurs politiques, les médecins refusent carrément de les recevoir dans leur centre hospitalier parce que ils n'ont pas des masques et de gants de protection. Et nous n'avons qu'un seul centre de dépistage. Les médecins qui y travaillent n'ont pas de carburant pour se déplacer afin de dépister le présumé contaminé du virus, placé en quarantaine à la maison. Ce qui a été mon cas parce que j'ai été en contact avec un collègue testé positif au Covid-19. Et donc le médecin de l'INRB, qui est le centre de dépistage, sont venus 3 jours après mon appel d'alerte. 3 jours. Et vous savez, en RDC, actuellement, nous vivons la saga judiciaire. Le directeur du cabinet du président de la République est soupçonné d'avoir détourné plus de 200 millions de dollars. En même temps, la population rend à l'évidence que l'État n'a pas de moyens pour lutter contre cette pandémie, ni contre la crise alimentaire qui pointe à l'horizon. Par exemple, le ministre des Finances refuse de repousser les échéances fiscales parce que l'État a besoin d'argent. Refuse de suspendre la perception des impôts sur la rémunération des travailleurs du secteur privé. Et l'impôt de société, par exemple, de PME. Donc tous nous constatons et nous n'avons qu'un seul mot pour expliquer cette situation. Anarchie. À ton avis, quel est l'état de la contamination en ville? Est-ce que ça progresse assez vite ou est-ce que c'est plutôt au ralentissement? Et combien de cas exactement il y a pour le moment à Kinshasa, mais aussi dans le Congo en général? Oui, il y a des cas positifs enregistrés. Aujourd'hui, en RDC, nous sommes à 307 cas enregistrés. 26 guéris et 145 suspects en cours d'investigation. Oui, la contamination, elle est réelle. Moi, je l'ai vécu avec mon collègue. Donc, les mesures qui sont prises, c'est de confiner les gens qui se trouvent dans des zones à forte contamination, par exemple la Gombe. Et à Kinshasa, la Gombe est l'épicentre de l'épidémie. Donc pour l'instant, toute
la commune de la Gombe est confinée. Donc on apprend que dans 2 jours, on va étendre le confinement dans d'autres communes, par exemple la commune de Ngaliema, qui est l'ancienne commune d'Aliubalde quand il était à Kinshasa, et la commune de Lingwala, par exemple. Donc on attend ces décisions et en même temps la population prend ses précautions en fait pour ne pas manquer des denrées alimentaires. En parlant justement de la Gombe, quelle est la situation exactement à la Gombe? Quelles sont les mesures exactes qui ont été prises? Est-ce que ça ne concerne que la Gombe ou est-ce que c'est élargi à toute la ville de Kinshasa? Et comment est-ce que exactement la population prend ça? Oui, à la Gombe, il y a des dispositions qui ont été prises pour y accéder. Si vous avez un laissez-passer, vous devez vous laver les mains avec de l'eau, avec du savon. On prend votre température. Vous devez avoir un masque, vous devez avoir des gants. Et malheureusement, ces mesures ne sont prises que pour la Gombe. Dans d'autres communes, ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, chacun pour soi. Donc on essaye tant soit peu de se protéger. Et voilà, quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous, protégez-vous, parce que on a encore besoin de vous après cette pandémie. Voilà, de bonnes choses à vous et bon dimanche dans vos familles respectives confinées. Merci. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir été en notre compagnie, fidèles auditeurs et auditrices. Je voulais remercier toute l'équipe de Sous l'arbre à Palabre qui a contribué à l'élaboration de cette émission spéciale en temps de confinement, et il y en aura d'autres bien sûr. Mais n'oubliez pas les autres émissions africaines de Radio Campus qui sont diffusées le jeudi. Il y a la Diaspora Chuchote et Africana. Par contre, nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission concoctée par nos soins. D'ici là, bon dimanche et restez bien chez vous.